vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. C'est le retour de la belle saison et déjà plusieurs experts nous parlent des prochains incendies. La multiplication des feux de forêt aurait des conséquences sur la régénération de la forêt boréale. Il faudra du temps aux écosystèmes forestiers canadiens pour se remettre des récents incendies très intenses de l'été dernier. Le Canada a perdu 18 millions d'hectares dans les récents feux de forêt. Pour faire image, c'est un tiers de la superficie de la France. Et des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées lors des événements de 2023. Les scientifiques s'intéressent aux perturbations de la forêt boréale et aux conséquences à long terme des feux de forêt et des coupes forestières. La combinaison des deux, certains suggèrent que cela prendrait plus de diversité du côté du reboisement et sans doute ralentir un peu notre exploitation pour améliorer la résilience de nos forêts. Alors, la forêt boréale parviendra-t-elle à se régénérer ? Pour le savoir, ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la régénération de la forêt boréale. L'été dernier, près de 18 millions d'hectares ont brûlé, dont plus du quart au Québec. Avec quelles conséquences sur la forêt à court et à long terme, on va le voir. J'en parle aujourd'hui avec Alain Leduc, professeur associé au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et membre du Centre d'études de la forêt depuis sa création. Bonjour, monsieur Leduc. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Cassandra Waldron, chercheuse en écologie forestière à Ressources naturelles Canada. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Yann Boucher, professeure en écologie et aménagement forestier à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. Il faudra du temps à la forêt boréale pour se remettre des incendies majeurs de l'été dernier, soit plus de 6000 incendies, dont près d'une cinquantaine qui persistaient encore en mois de décembre dernier. Cela serait, selon certains experts, le pire bilan de l'histoire des feux de forêt au Canada. Le Québec a été l'un des endroits critiques, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi au nord du Québec. Les changements climatiques risquent de contribuer de plus en plus souvent à l'intensité et à la multiplication des incendies. Alors, comment la forêt boréale parviendra-t-elle à se régénérer ? Donc, pour commencer, professeur Leduc, présentez-nous peut-être un peu la forêt boréale. Elle se compose, Québec. Oui, ouais. Elle se compose de quelles espèces ? La forêt telle qu'on la connaît maintenant, c'est-à-dire une forêt à couvert continu, s'est mis en place entre 3000 et 6000 ans depuis maintenant. Oui. Donc, ça a une longue existence. Et on pourrait dire aussi que les feux ont toujours fait partie de la réalité de cette forêt-là. Donc, elle s'est, au fil du temps, adaptée aux événements de grands feux. Et ce qui est particulier cette année, c'est que l'an dernier, en fait, c'est que les superficies brûlées, il faut remonter jusqu'en 1923 pour avoir une année similaire, donc 100 ans en arrière. Et mais si on regarde sur les 300 dernières années, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire des travaux qui nous permettent de remonter dans le temps puis de caractériser l'incidence des feux. Oui. Mais on se rend compte qu'il y a eu des périodes au petit âge glaciaire, par exemple, dans les années 1850, où les feux étaient beaucoup plus fréquents. Donc, ce qui a caractérisé, je dirais, les 100 dernières ou 50 dernières années, c'est une période d'accalmie de feu. Il y avait encore des feux, mais beaucoup moins que historiquement parlant. Oui, elle se compose de quelles espèces? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Il y a relativement peu d'espèces par rapport à d'autres écosystèmes très diversifiés. Donc, on peut dire que l'espèce qui est dominante, c'est l'épinette noire. Et une espèce qui est très bien adaptée au feu, qui l'accompagne, qui peut être plus abondante, c'est le pin gris. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le temps, l'abondance des pollens de pin gris, parce que les pollens, ça nous permet de remonter encore plus loin dans le temps, ils ne se décomposent pas, sont fortement corrélés avec l'incidence des feux. Donc, c'est quand on traverse des périodes où il y a plus de feux,
mais ça semble favoriser le pin gris qui, lui, est adapté au feu, c'est-à-dire qu'il développe des cônes qu'on dit sérotineux, donc entourés d'une cire qui protège les graines des feux. Et quand arrivent les feux, ben ça permet d'ouvrir ces cônes-là, donc elle est déjà prête à coloniser le parterre après feu. Oui. Madame Valdron, rappelez-nous l'importance de la forêt boréale et justement les impacts du feu sur sa biodiversité. Oui, ben déjà, si on se situe à l'échelle canadienne, par exemple, c'est 28% de la zone boréale mondiale là, qui se retrouve au Canada. Donc, vraiment, la zone boréale est une importance majeure au sein du Canada. Évidemment, comme M. Leduc l'a dit, c'est une forêt qui se caractérise par une dynamique où les perturbations naturelles sont bien présentes. Les insectes, on pense aux épidémies d'insectes, au vent, entre autres choses, mais bien sûr, au feu de forêt, là, on l'a bien réalisé l'été dernier. Donc, la forêt boréale brûle depuis toujours, mais là, effectivement, des années comme 2023, on constate que les feux de forêt prennent une place là, majeure en forêt boréale. Oui. Professeur Boucher, quels sont pour vous les impacts des feux sur la forêt boréale? Puis les plus récents aussi, peut-être. Oui, ben c'est ça. Je pense que M. Leduc l'a bien mis en contexte, là, que c'est une dynamique qui est naturelle. Hein. Les feux, il y a toujours des feux en forêt boréale. Mais comme mentionné, ben depuis 100 ans, on n'avait pas observé autant de superficie brûlée dans la zone qu'on appelle la zone des forêts aménagées. Puis ça a été majeur, puis c'est venu amener c'est venu capter l'attention, si on veut marquer l'imaginaire des praticiens, de la politique. Puis les feux de cet été, de l'été dernier, dans la zone qu'on appelle de forêt commerciale, ben, sont venus impacter de grandes superficies de forêt. Puis ça est venu frapper des forêts qui étaient jeunes. Donc, où le potentiel de reproduction était fait. Puis ça a des conséquences majeures au niveau là, ce qu'on appelle des échecs de régénération. Donc, il y a d'immenses superficies dont on a évalué là, à plus de 300 à 400 000 hectares de forêt qui allaient mal se régénérer, donc qui allaient avoir besoin de plantations pour retrouver l'état forestier. Fait que ça, c'est des choses qui sont assez importantes avec les feux de l'année dernière. Puis, quand on regarde là, juste ces échecs de régénération-là, c'est l'équivalent de 6 fois ce qui est planté à chaque année qu'on devrait mettre de l'avant pour reboiser ces secteurs-là qui ne se régénéreront pas. Ça, c'est quelque chose de majeur qui s'est passé l'année dernière avec les feux-là. Oui. Combien de temps ça prend à une forêt pour se régénérer, peut-être, professeur Leduc? Pour atteindre une maturité sexuée, là, ça va dépendre de l'espèce. Donc, pour le pin gris, c'est aux alentours de 35 ans pour que il y ait une banque de graines aériennes, des cônes dans les arbres. Et puis, pour l'épinette noire, on estime autour de 50 ans que ça prend pour reconstituer la banque de graines aériennes. Donc, avant cette période-là, la forêt est particulièrement vulnérable au feu parce que il n'y a pas de graines dans les arbres encore. Oui. Quand on dit que ça prend à peu près une dizaine d'années pour se régénérer, en fait, la forêt n'est pas mature, si je comprends bien. Non, c'est ça. C'est qu'elle est en développement, elle est jeune ou en régénération. Là. Oui, et quand il se produit un incendie sur cette jeune forêt, on perd tout? Oui. Mais disons que ce phénomène-là de brûler des jeunes forêts était relativement mineur dans une forêt non aménagée. Il devient de plus en plus abondant dans une forêt aménagée parce que on rajoute la superposition coupe-feu à la superposition feu-feu. Oui. Et cet ajout-là, nous, on l'a estimé que la probabilité qu'il se produise des échecs de régénération maintenant est 2 fois plus grande que dans une forêt non aménagée. Entendu. Madame Valdron, de votre côté, on fait déjà des brûlages. Est-ce qu'on fait des brûlages dirigés au Canada pour justement essayer de temporiser un petit peu ou de régénérer de la meilleure manière qui soit, là? Au Québec, en tout cas, on ne fait pas de brûlage dirigé. Là.
façon, non, on le fait à des fins scientifiques, si on veut, là, mais le brûlage dirigé n'est pas une pratique qui est utilisée par l'Est du Canada là, sur une base régulière. Donc, vraiment, c'est le feu naturel qui brûle, comme mes collègues le disent, puis l'été dernier, qui a brûlé une grande superficie de jeunes forêts issues de coupes ou d'anciens feux là, qui n'avaient pas atteint l'âge de la maturité. Donc, voilà, ça, on va passer de milieux de forêt à des milieux plus ouverts. Là. Oui, qu'est-ce qu'on fait alors quand ces jeunes forêts brûlent? Est-ce qu'on replante? C'est quoi la stratégie finalement? C'est une bonne question. Évidemment, quand les forêts sont trop jeunes pour être récupérées, là, quand on est dans une forêt qui est pas mature sexuellement, les arbres sont de trop petite taille pour être récoltés par la suite, comme on pourrait faire dans des forêts qui seraient matures avec un volume de matière ligneuse suffisante pour procéder à une coupe de récupération. Donc, évidemment, oui, il y a l'option de la plantation. Monsieur Leduc pourrait en parler mieux que moi, mais par contre, on n'a pas la capacité de reboiser l'entièreté des 300, 400 000 hectares là, de forêts qui ont brûlé puis qui n'avaient pas atteint un âge assez élevé pour se reproduire. Là. Donc, oui, il y a le reboisement, mais on a quand même une capacité limitée de reboiser toutes ces forêts-là. Donc, il y a quelques forêts avec lesquelles on pourra malheureusement rien faire. Oui. Professeur Boucher, quelle est l'influence du climat sur les régimes justement de perturbations naturelles? Parce que les forêts sont aussi des puits de carbone importants, donc si la forêt devient une lande, on perd ça. Oui, c'est majeur. Hein. C'est vraiment le climat qui contrôle habituellement, en tout cas en grande partie, les régimes de feu. Puis ce qu'on voit là avec les différents collègues, les scénarios de changement climatique, c'est que justement, là, ces conditions-là qui vont être plus propices au feu dans le futur vont amener presque inexorablement là, une accélération de l'activité des feux, tant dans le niveau de la fréquence que de la sévérité de ces feux-là. Fait que, oui, si les feux deviennent plus fréquents, idéal, on va observer justement un relargage plus important de carbone dans l'atmosphère. Ça, c'est évident. Comparativement à des périodes, là, comme le disait M. Leduc, là, dans les années 50, on n'avait pas eu beaucoup de feux là, comparativement là, au 18e, 19e siècle. Fait que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. C'est justement là, ce relargage plus important là, de carbone qui va être fait en lien avec les feux. Puis comme vous l'avez dit, ces landes forestières-là, c'est-à-dire des forêts qui sont mal régénérées, vont se transformer en forêts très peu denses, en landes forestières, qui vont normalement capter moins de carbone qu'une forêt dense d'épinette noire ou composée d'essence boréale. Oui. Qu'est-ce qui pousse dans une lande forestière, généralement? Qu'est-ce qui va pousser? Oui. Il va y avoir très peu d'arbres qui se sont régénérés. Habituellement, là, on va avoir moins de 25 % de couverts forestiers. Puis, par la suite, là, ce qu'on va voir, il y a deux grands types de landes. Là. Il y a des landes où on va avoir un tapis, si vous voulez, de lichen. Donc, dans ces landes-là, ça va être une dominance importante du lichen qui va amener un paquet de processus là, qui vont empêcher par la suite là, l'installation de d'autres espèces. Puis, il y a aussi des landes là, qu'on appelle à éricacées. Donc, la grande famille des éricacées, là, comme le thé du Labrador, nos bleuets font partie de la grande famille des éricacées. Puis, c'est des landes de ces deux conformations-là là, qu'on va observer dans les landes. Donc, des landes à éricacées, des landes à lichen. Ça peut couvrir de très grands territoires. Il y a déjà la présence de très vastes landes qu'on va observer au nord de la limite nordique des forêts. Donc, il y a beaucoup de landes qui sont déjà installées là. Puis ces landes-là sont là depuis des millénaires. Puis on n'a pas vu on n'a pas vu là, jusqu'à maintenant là, des reconstitutions du passage d'une lande vers une forêt fermée. C'est des choses qu'on voit très peu. Ça, c'est quand même inquiétant. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Leduc, on plante souvent plus d'espèces commerciales car la forêt est aussi une industrie au Canada. Conifères, feuillus, quelle espèce il faudrait replanter pour améliorer peut-être sa résistance à la multiplication des feux qu'on connaît maintenant? C'est une bonne question.
Ce qui a été proposé par certains chercheurs, c'était que le pin gris était mieux adapté parce qu'il y a une période d'exposition plus courte au risque d'accident ou d'échec de régénération. D'autres chercheurs ont proposé de faire appel au feuillu parce que le feuillu est moins susceptible de s'enflammer et moins offre un combustible de moins bonne qualité. À cause, ils n'ont pas de résine, c'est ça. Il existe au Canada une stratégie qui s'appelle IntelliFeu, donc qui consiste à faire certaines barrières de feuillus pour faciliter le combat des incendies. Comme des boucliers. Donc, comme des boucliers. Ces barrières-là vont être d'autant plus privilégié qu'il y a des infrastructures à protéger ou qu'il y a des communautés qui sont exposées aux incendies forestiers. Donc, on a proposé de tester cela au Québec. Dans les prochaines années, on va développer ce type d'aménagement autour des municipalités. Mais par rapport au changement climatique, comment on régénère ces forêts brûlées, justement? Est-ce que... Il n'y a pas de solution facile. Non, j'imagine. Ou bien on fait appel aux planteurs, de ce qu'on a parlé tantôt, mais il existe aussi d'autres voies. On a déjà tenté dans le passé de faire de l'ensemencement aérien. Ah. Ça consiste à survoler le parterre qui est mal régénéré, puis par drone de laisser tomber des graines. Maintenant, on peut le faire par drone, effectivement. Ou par avion. Puis ça pourrait être une autre chose à vérifier, c'est-à-dire est-ce que c'est commercialement plus économique? On pense que oui. Okay. J'en vois pas d'autres. Entendu. Madame Valdron, la commune de Val-Paradis, au nord du Québec, déclarait l'état d'urgence début juin de l'an dernier et évacué ses résidents. Ce n'est pas la première fois. Il y a 28 ans, il y a eu un incendie majeur qui avait intéressé les scientifiques, dont vous. Est-ce qu'on a fini de mesurer justement l'impact de ces feux de forêt sur cet écosystème? Effectivement, c'était la deuxième évacuation en 25 ans environ. Heureusement, la forêt qui avait brûlé il y a 25 ans n'a pas été touchée, a été épargnée de près l'été dernier. Oui, mais c'est ça, oui. On étudie les effets long terme des feux de forêt, justement à Val-Paradis, puisque on a eu la chance d'avoir une équipe de recherche qui a rapidement mis en place un dispositif de suivi dans ce feu-là, qui date de 1997, où est-ce que différents types de peuplements forestiers, donc des peuplements de conifères, mais aussi des peuplements avec une plus grande composante feuillue, ont brûlé à différents niveaux de sévérité. Puis, avec mon équipe, on évalue l'impact un peu plus long terme des feux de forêt sur différents aspects de l'écosystème. Donc, oui, sur la régénération, donc sur les arbres, sur leur composition, leur densité, leur capacité à se régénérer après le feu, mais aussi d'autres composantes de l'écosystème, dont la biodiversité végétale, donc tout ce qui se trouve dans le sous-bois, la biodiversité dans les sols aussi, donc les micro-organismes présents dans les sols. Donc, on continue de suivre tout ça sur le long terme parce qu'on connaît pas grand-chose sur l'impact des perturbations naturelles, mais même anthropiques, des coupes aussi passées quelques années après les perturbations. Puis évidemment, à Val-Paradis, il y a aussi eu des coupes de récupération dans le feu, donc ça nous permet de comparer un peu l'impact. Rappelez-nous ce qu'est une coupe de récupération. Oui, une coupe de récupération, c'est en fait tout simplement une récolte forestière qui va être réalisée dans un peuplement qui a subi une perturbation déjà. Donc, après un feu, après une épidémie de tordeuse, des bourgeons, d'épinettes, par exemple, c'est un plan spécial qui est mis en place, en fait, puis qui permet d'aller récolter rapidement le bois endommagé par le feu avant que, par exemple, les insectes comme le longicorne viennent creuser leur tranchée dans le bois. Donc, c'est vraiment une coupe qu'on réalise rapidement après une perturbation naturelle. C'est ce qu'on appelle des chablis? Des chablis, ça, c'est vraiment, on parle d'autre chose, c'est quand le vent affecte une forêt, là, puis que les arbres se renversent et tombent. Puis il peut y avoir aussi des coupes de récupération. Mais dans le cas de Val-Paradis, oui, exactement. Dans le cas de Val-Paradis, on a eu, c'est ça, le feu, les coupes de récupération, puis on continue de suivre
l'impact de ces perturbations-là dans le temps parce que les dispositifs de recherche à long terme sont plutôt rares, là, donc c'est quand même une mine d'or d'informations. Oui, parce que les feux ou les coupes, c'est des stress. Donc, c'est des stress successifs finalement pour un milieu. Oui. Ce qu'on se rend compte, par contre, là, les résultats préliminaires qu'on a dans le cas particulier de Val-Paradis, on est rendu avec des données jusqu'à 20-25 ans après feu, c'est que dans ce contexte-là, où est-ce que la forêt qui a brûlé était mature, donc était en bonne position pour se régénérer de manière adéquate, mais effectivement, la forêt s'est bien régénérée, là, autant la forêt coniférienne que la forêt feuillue, puis que les coupes de récupération, ce qu'on constate, c'est que malgré le fait que ça soit un stress supplémentaire dans l'écosystème, ben, l'impact sur la régénération que la coupe a eu est minime, c'est-à-dire que la forêt se régénère très bien aussi après la coupe. Les principaux changements qu'on voit là dans ce cas de figure-là, c'est au niveau de la biodiversité du sous-bois et des sols. Mais là, c'est un autre sujet, puis je pourrais vous en parler longuement, là, mais quand on parle de la régénération, vraiment, dans ce cas de figure-là, ça se passe bien. La forêt elle avait 80-90 ans au moment où ça a brûlé. Oui, puis on a écrit un texte à l'agence Science Presse, on mettra le lien. Professeur Leduc, pouvez-vous nous parler de comment nos choix d'aménagement forestier ont affaibli la forêt au point de la rendre vraiment vulnérable aux échecs de régénération? Parce qu'on fait des choix quand on fait le commerce. Oui, c'est que on pourrait dire que la forêt, dans son état non aménagé, sa moyenne d'âge tourne autour de 135-140 ans. Or, ici au Québec, on a fait des modèles, on a développé des tables de rendement, et puis on s'est rendu compte que si on voulait maximiser la production ligneuse, ben on pouvait réduire l'âge moyen des forêts de beaucoup. C'est-à-dire avec une révolution forestière de 100 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a jamais de forêt qui dépasse l'âge de 100 ans, puisqu'on les récolte toutes avant. Et l'âge moyen de ces forêts aménagées-là va être de 50 ans. Donc, en rajeunissant le couvert forestier de façon importante, bon, on le rend vulnérable aux échecs de régénération et aux feux. Oui, on les fragilise finalement. Ouais. C'est ça. Hein. Professeur Boucher, vous êtes expert de régénération et de restauration des forêts. Certaines espèces reculent, comme l'épinette après les feux. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, comme on l'a dit, là, si les feux surviennent alors que le potentiel de reproduction de l'épinette noire n'était pas présent, ben les superficies affectées là, vont observer des échecs de régénération. Donc, on va avoir une baisse là, de la biomasse là, de l'espèce là, qui nous concerne, là, c'est l'épinette noire dans ces environnements-là. Mais pour les autres espèces, habituellement, là, comme on le disait, le pin gris va arriver à maturité beaucoup plus jeune. Hein. Ça peut être même autour de 10 à 15 ans. On a même vu des plantations de 10 ans là, arriver à se régénérer très facilement. Eux vont être en mesure là, de se régénérer. Les feuillus, c'est la même chose. Les feuillus, habituellement, quand tu vas avoir des feux plus fréquents, on va observer une augmentation du feuillu, des essences feuillues comme le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble, ils vont augmenter dans les paysages. Donc ça, c'est mais vraiment là, les espèces qui sont vraiment influencées là, négativement par ces feux-là, étant donné leur abondance, puis aussi le caractère monospécifique, c'est-à-dire qu'ils sont souvent la seule espèce présente sur un territoire, ben, l'épinette noire, lui, ce qui est frappé par ces feux-là, puis les peuplements sont jeunes, ben, vont afficher des échecs de régénération. Fait que c'est vraiment cette espèce-là qui est le centre de nos intérêts présentement avec ce qui s'est passé l'année dernière. Oui. Si on se met en mode solution, peut-être, professeur Leduc, comment aider la forêt à être plus résiliente, surtout en cette période de changement climatique où on est amené à avoir peut-être plus de feux et plus de feux intenses? Ben, le feuillu, par exemple, a tout le temps été vu comme une espèce non désirable. L'industrie est moins axée sur l'utilisation des feuillus et ont été combattus. C'est-à-dire que quand on appliquait des éclaircies pré-commerciales, ben on se débarrassait des essences feuillues. Alors que là, on pourrait très bien arrêter ces pratiques-là d'éclaircies pré-commerciales et laisser le feuillu reprendre sa place qui lui revient. Là.
Ça pourrait aider un petit peu la forêt à refermer le couvert et à recréer des conditions qui sont mieux adaptées au changement climatique. Oui, parce qu'une forêt qui est mature va être plus résistante aux périodes de sécheresse qu'une jeune forêt. Là. Oui, Madame Valdron, comment on peut mettre justement en œuvre des plans de récupération pour la rendre plus résiliente, cette forêt-là? C'est une bonne question. Comment mettre en œuvre des plans de récupération pour la rendre plus résiliente? Il y a différentes stratégies au niveau de la régénération. Il y a différentes études qui démontrent que, grosso modo, la régénération peut quand même bien se passer après coupe de récupération. Ça dépend vraiment des contextes. Il y a toujours des solutions comme, par exemple, l'utilisation de rétention dans nos blocs de coupe, là, autant dans les coupes. Oui. Non, de rétention d'arbres ou d'îlots d'arbres qu'on laisserait sur un parterre de coupe là, avant même, si on parle même de coupe là, régulière, oui, là, même pas de coupe de récupération qui permet peut-être d'être une option pour laisser potentiellement quelques graines là, s'il y avait un feu qui passait. Puis même en termes de coupe de récupération, il y a certains auteurs qui suggèrent de ne pas récupérer 100% du volume après un feu, par exemple, mais de laisser des endroits où est-ce qu'on laisserait du bois mort sur place, certains îlots de rétention. Ça pourrait être des stratégies d'aménagement à envisager là, pour permettre de garder un petit peu plus d'hétérogénéité au sein du parterre de coupe, par exemple. Oui. Professeur Boucher, le mot de la fin va être à vous. Le forestier en chef, Louis Pelletier, affirme que c'est le temps d'une réflexion plus large sur notre rapport à la forêt québécoise à la lumière des événements. Aurions-nous besoin d'un grand chantier de la forêt? Évidemment, rapidement. Oui? Oui. Justement, on a été invités, nous autres, aux réflexions là, nationales là, qui ont été réalisées là, le mois dernier. Puis, c'est certain qu'il faut maintenant adresser les changements climatiques. Puis, je pense que la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on doit intégrer le risque associé aux feux de forêt, puis de voir qu'il y a une vulnérabilité de nos forêts, puis de nos communautés en lien avec ça. Fait que je pense que c'est la première chose que le gouvernement doit prendre en compte, c'est intégrer le risque dans ce qu'il fait en termes d'aménagement forestier et d'investissement sylvicole. Puis ça va être la chose probablement la plus importante, c'est de reconnaître le risque que les feux peuvent amener au niveau des forêts et des communautés. Entendu. Merci beaucoup. Vous venez de l'entendre. On était en compagnie de Yann Boucher, professeur en écologie et aménagement forestier à l'Université du Québec à Chicoutimi, de Cassandra Valdron, chercheuse en écologie forestière à Ressources naturelles Canada, et d'Alain Leduc, professeur associé au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, membre du Centre d'études de la forêt. Merci à tous les trois. Merci à toi. Merci de l'invitation. Voilà, Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter l'émission, la partager largement, visiter aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous et toutes une belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique